Donc, bonjour à tous. Pour cette semaine de la qualité de vie au travail, je souhaitais présenter plusieurs acteurs qui, dans leur travail, agissent en faveur de la QVT en améliorant les façons de travailler. Et aujourd'hui, nous retrouvons Julie Artiste, donc facilitatrice en bien-être et performance au travail et chef happiness officer engagée et aussi créatrice du podcast Génération CHO. Bonjour Julie et merci à toi d'avoir accepté ce petit interview. Tout d'abord, je voulais que tu nous en dises un peu plus sur toi et ton métier de chef happiness officer engagé. Ouais. Du coup, super contente de partager avec toi sur ce sujet que nous allons traiter, qui est la qualité du lieu de travail. Euh, mon métier, alors effectivement, je suis très engagée dans le métier de Chief Happiness Officer parce que pour moi, c'est un essentiel, on va dire, dans les entreprises aujourd'hui pour véritablement porter ce sujet du bien-être au travail. Parce qu'à mon sens, on a besoin de quelqu'un pour impulser ce sujet et faire en sorte qu'ensuite chacun en soit véritablement acteur. Et donc, on va dire que je milite pour qu'il y ait des prises de conscience par rapport à ce sujet qu'est le bien-être au travail et qu'il y ait une personne, CHO ou autre, qui en soit le vecteur. Et donc, je forme des personnes à ce métier-là. Et puis, au-delà, effectivement, je suis, comme tu l'as dit, facilitatrice en bien-être au travail. Et donc là, je vais vraiment intervenir dans les entreprises avec des ateliers, des accompagnements et des conférences pour sensibiliser les salariés, les collaborateurs, les managers sur tous les petits leviers qu'on a à disposition, dont on n'a pas forcément conscience pour pouvoir agir finalement au quotidien sur notre propre bien-être au travail. Et puis surtout faire prendre conscience aux directions que c'est un vrai cercle vertueux. On aura l'occasion d'en parler, mais c'est du gagnant-gagnant de s'investir sur la qualité de vie au travail. Donc voilà, je sème mes graines à mon niveau pour faire prendre conscience aux entreprises de tout ça. D'accord. Et du coup, j'ai vu que cette semaine, donc tu préparais des vidéos pour parler justement de la qualité de vie au travail pour cette semaine qui est consacrée. Et du coup, dans ta première vidéo, tu parles aussi, et du coup, je vais te reposer la question, juste pour toi, qui est ce qu'est la définition de la qualité de vie au travail et du CHO, selon Alors, toi. ouais, parce que la définition de la qualité de vie au travail, alors c'est vrai qu'il y a une définition qui est assez consensuelle et qui dit que évidemment la qualité de vie au travail, c'est de pouvoir conjuguer à la fois le bien-être au travail, le bien-être de chacun des collaborateurs avec la performance. Et c'est vrai, souvent ça me fait penser à Laurence Vanier, qui est une célèbre CHO qui avait révolutionné à l'époque la sécurité sociale belge, qui disait que on ne peut parler que de bonheur au travail que s'il rime avec performance. Et c'est vrai que ça n'a pas de sens de dire on épanouit, on se concentre sur l'épanouissement collaborateur juste pour faire bien, mais c'est surtout parce que c'est un vrai cercle vertueux, c'est ce que je disais tout à l'heure. On sait qu'aujourd'hui, il y a une corrélation positive entre le niveau de bien-être des personnes et le niveau de performance d'une organisation. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important quand on parle de qualité de vie au travail de vraiment s'accorder sur le fait que oui, on parle de bien-être au travail, mais on parle aussi de performance. Après, sur la définition plus personnelle, d'ailleurs, je dirais qu'en termes de qualité de vie au travail, de bien-être au travail, chacun a aussi sa propre définition parce que ce qui, moi, par exemple, me permet de me sentir bien dans mon travail ne va pas forcément être la même chose que toi ou une autre personne. Euh, mais on pourrait dire de façon générale que ça va être un équilibre entre, je dirais, ce que les personnes, elles vont investir dans l'entreprise et ce qu'elles vont recevoir en retour de cet investissement. Et donc, voilà, ça peut être lié à plein de choses. Moi, je trouve que c'est essentiel sur ce sujet de la qualité de vie au travail. Et du coup, c'est ce que j'ai abordé dans la première vidéo là, que j'avais faite lundi. C'est cette histoire de se questionner sur vraiment l'étymologie du mot travail. Qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on entend déjà par travail? C'est quoi le travail? Qu'est-ce que j'attends moi de mon travail? Quel est l'intérêt de ce que je fais? Est-ce que j'ai la sensation d'être utile, d'avoir du sens dans ce que je fais? Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce que mes objectifs sont clairement définis? Donc, on va dire la vision même qu'on a du travail, c'est ça qui va aussi impacter notre besoin et les leviers qui permettront d'améliorer notre qualité de vie au travail. Et cette question de sens et d'utilité, elle est hyper importante. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, à mon sens, de se questionner sur véritablement
qu'est-ce que je veux vivre à mon travail, quel sens je veux donner à ce que je fais, parce que finalement, bon, c'est ma vision, hein, mais ce sont ce genre de questionnements qui vont nous servir de boussole pour finalement, oui, améliorer notre propre qualité de vie au travail. Et finalement, c'est cette boussole qui est très propre à chacun, finalement, qui va faire en sorte que on pourra parler de qualité de vie au travail au sens collectif. Après, sur le sujet du bien-être au travail, il y a aussi des facteurs qui sont à distinguer. Moi, je travaille souvent sur ces deux notions-là qui sont à la fois l'approche individuelle et collective, parce que je pars du principe qu'il y a d'abord une dimension qui est personnelle et qui va finalement dépendre de soi-même. Qu'est-ce que moi je fais personnellement, individuellement dans mon quotidien professionnel pour mieux vivre mon travail, pour y donner du sens justement, pour pouvoir m'accomplir, pour avoir des relations harmonieuses avec les autres, etc. Quels sont mes champs d'action, quelles sont les responsabilités que je prends moi-même individuellement pour pouvoir m'épanouir au travail, au-delà finalement de tout ce qu'a mis en place l'entreprise, tu vois. Donc il y a cette notion individuelle qui est importante. Et il y a aussi la dimension plus collective où là, ça va surtout dépendre, on va dire, de facteurs organisationnels qui dépendent davantage de l'entreprise. Et bah, ça commence par des choses assez objectives, comme par exemple le cadre de travail, tout ce qui est lié aux horaires de travail, la rémunération, etc. Mais voilà, sur la qualité de vie au travail, il faut voilà, vraiment prendre en compte ces deux aspects à la fois individuels et collectifs, et surtout garder en tête que y a une responsabilité qui est partagée sur ce sujet, et ça c'est très très important, puisque aujourd'hui il y a beaucoup de salariés qui pensent que c'est à l'entreprise de tout mettre en œuvre pour favoriser un environnement qui leur permette de faire leur travail dans de bonnes conditions. Mais non, l'entreprise effectivement elle a le devoir de poser de bonnes conditions de travail, mais c'est aussi la responsabilité de chacun de se dire comment moi le matin j'ai envie d'arriver au travail. Est-ce que j'ai envie d'arriver au travail en râlant, en voyant les choses négatives, ou j'ai envie d'arriver au travail en étant une espèce de source positive où je vais aussi inspirer les autres, où je vais être bienveillant avec les autres, je vais être poli. Et il y a beaucoup sur le sujet du bien-être au travail, il y a énormément de fondamentaux qu'on a oubliés, et à savoir les simples règles de savoir-vivre dont je parle souvent. C'est quand même un b.a.-ba, mais qu'il faut les rappeler parce que je trouve qu'on les a trop souvent oubliés en entreprise. C'est le fait de se dire bonjour réellement, mais genre un bonjour sincère, tu vois, genre bonjour, je te souhaite une véritable bonne journée, et de se dire merci aussi, merci pour le conseil que tu m'as apporté, merci pour ton aide, etc. Et toutes ces choses-là, en fait, ce sont des façons de respecter et de considérer l'autre qui sont hyper importantes et qui sont souvent oubliées dans les organisations. Et tu vois, tu me demandais ma définition de... Après je te laisse la parole si tu veux rebondir, n'hésite pas à me couper, mais... Pas de souci. Sur cette définition de la qualité de vie au travail, je pense qu'il y a aussi cette notion de travailler dans un endroit où on se sent apprécié, considéré, et vraiment considéré et respecté à sa juste valeur, en fait. Et bien souvent, ce qui génère de la souffrance au travail, c'est parce que les gens ne sont pas considérés pour ce qu'ils sont, qui ne sont pas entendus et écoutés. Et ça, ce sont des choses qui véritablement génèrent de la souffrance, alors que ne serait-ce que faire preuve d'écoute et d'empathie, c'est des petites choses simples à mettre en place au quotidien qui pourraient changer totalement un environnement de travail. Donc voilà pour cette longue définition de la qualité de vie au travail, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est passionnant parce que ça touche à énormément de leviers différents, tu vois. Enfin, je te parlais à la fois des facteurs individuels, des facteurs organisationnels, mais on peut agir sur plein de choses, sur le travail en lui-même, sur l'environnement de travail, sur tout ce qui touche à la convivialité, tout ce qui touche plus à la dimension, on va dire, RH et développement pro-perso. Enfin, voilà, il y a énormément de choses à aborder. C'est ça qui est passionnant, et c'est ça aussi qui fait que la qualité de vie au travail est aujourd'hui un domaine malgré tout assez complexe à aborder. Voilà pour ma définition de la qualité de vie au travail. Et tu me demandais sur le Chief Happiness Officer. Dans tout ce contexte-là, le CHO, il est surtout là pour œuvrer finalement pour le bien-être de chaque salarié. Et puis, du coup, il
il va être là pour veiller à l'harmonie de tout ça et puis surtout être la personne peut-être justement qui saura faire preuve d'écoute quand un collaborateur a besoin d'être entendu, qui saura aussi faire le lien entre le besoin des salariés et la vision du top management. Enfin, il y a ce rôle de médiateur du CHO qui est très important. Il y a aussi ce rôle de tout ce qui touche à la culture de l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, pour développer une bonne qualité de vie au travail, à mon sens, il faut aussi énormément travailler sur la culture de l'entreprise, et à commencer par exemple, les valeurs. Et les valeurs, tu vois, je te parlais de dimension à la fois individuelle et collective. Si déjà, moi, individuellement, je veux me sentir bien à mon travail, c'est d'abord essentiel que je sache quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi. Parce que parfois, quand on ne se sent pas très bien, qu'on a du mal à mettre le doigt sur pourquoi on est un peu, on est un peu perturbé par une situation qui va se passer dans notre quotidien professionnel, parfois c'est parce qu'il y a une de nos valeurs intrinsèques qui est mise à mal. Et donc déjà d'être clair sur quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi, ça me permet déjà de se dire comment dans mon quotidien professionnel je peux mettre en action davantage ces valeurs-là, parce que je sais que je me sentirai vraiment alignée dans ce que je fais. Et puis au niveau organisationnel aussi, travailler sur les valeurs, pour moi, c'est un des fondements d'une bonne démarche qualité de vie au travail, parce que c'est un peu les fondations solides de l'entreprise, et se dire qu'on va partager des valeurs qui nous sont communes, qui nous représentent chacun collectivement, c'est hyper important pour justement garder le cap comme ça, et avoir une vision qui est alignée entre tous les acteurs et celle de l'entreprise. Et donc, le CHO, il permet de faire aussi émerger tous ces sujets-là. Voilà. Oui, c'est sûr que c'est une longue définition du CHO et de la QVT. Et comme tu dis, c'est des sujets qui sont assez complexes et qui s'entremêlent, parce qu'au final, on parle beaucoup aussi d'équilibre de vie professionnelle et personnelle en parlant de qualité de vie au travail, parce que comme tu disais, on est impacté et il faut d'abord bien finalement se connaître personnellement, faire un travail sur soi. Comme tu disais, il y a le cas de connaître déjà ses valeurs, mais aussi de savoir ce qu'on veut, ce qui a du sens pour soi. Parce que souvent, comme tu l'as dit aussi, si dans une entreprise, on ne se sent pas à notre place ou que face à une situation, on ne sait pas comment y répondre, c'est peut-être se poser la question, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que ma vie perso, privée, respectée ou correspond à ce que je souhaite et ce que j'entends? Donc, oui, le métier de CHO, au final, tu l'as bien résumé. C'est un peu aussi le chef d'orchestre entre le médiateur, la personne moteur et un peu le chef d'orchestre qui peut soit être à l'écoute, soit essayer d'impulser auprès de tous les collaborateurs, que ce soit l'entreprise ou les salariés, parce que, comme tu l'as aussi bien dit, la responsabilité, elle est de chacun dans l'histoire de la qualité de vie au travail, et on ne peut pas demander seulement à l'entreprise de dire, voilà, on met en place une démarche qualité de vie au travail et c'est bon, c'est fait. C'est vrai que chacun doit prendre sa responsabilité, et je pense que c'est ce qui manque un peu à chacun. Et finalement, cette crise, on parle de leçons à tirer de cette crise pour cette semaine de la qualité de vie, et je pense que c'est vraiment une bonne leçon à tirer. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Quelles sont pour toi les leçons à tirer de cette crise-là, mais en termes de responsabilité de chacun pour essayer d'avancer dans la même direction, dans les valeurs d'entreprise, euh, et d'essayer de créer une atmosphère en fait qui puisse permettre d'éclore la qualité du travail, c'est sûr que c'est un sujet très très large. Du coup, voilà, ça va venir à amener la question à réfléchir à, tu l'as un peu déjà dit, à ton métier de chef happiness officer. Qu'est-ce qui existe comme lien réel avec la QVT, ou du coup, on va partir un peu, si tu veux, sur, pour toi, qu'est-ce que tu retiens de cette crise par rapport à ton métier? Est-ce que ton métier va changer, ta façon d'envisager ou de la façon de travailler que tu avais avant crise? Est-ce que du coup, elle va évoluer là dans le temps, forcément avec tout ce qui va être amené à changer dans nos métiers? Alors, c'est sûr que la crise, elle a tout changé pour tout le monde sous plein d'aspects. Je voulais juste rebondir sur quelque chose que tu as dit avant qui est intéressant, et
fais bien de le rappeler, c'est la dimension connaissance de soi qui est hyper importante sur ce sujet de la qualité de vie au travail. Et c'est vrai que bien souvent, on aborde la qualité de vie au travail sous des aspects collectifs, on va dire, et c'est bien, ou alors sur des aspects très périphériques au travail lui-même. Tu vois, enfin, bien souvent, ce qui est le plus connu dans les actions de QVT, ce sont toutes les actions de convivialité, Le team building. cohésion, organisation d'événements, etc., etc. Et c'est bien, hein, c'est très bien de le faire, mais c'est vrai que si on va aller plus loin, euh, je pense qu'il est hyper important de sensibiliser les personnes sur l'importance de bien se connaître soi-même. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, je parlais des valeurs, mais c'est un champ parmi d'autres à explorer. Mais tu vois, je pense qu'il est important dans cette notion de qualité de vie au travail de pousser les personnes à faire un travail sur elles-mêmes pour connaître par exemple leurs forces, quels sont les leviers de motivation. Tout ça, ce sont des choses qui vont permettre de mieux vivre le travail et surtout de mieux collaborer avec les autres. Et le CHO, pour ça, il est important parce qu'il va être là pour permettre à ces personnes de faire ce chemin-là. Et moi, je trouve que le métier de Chief Happiness Officer, tu vois, avec la crise, il est aussi en train d'évoluer. Et de toute façon, le sujet de la qualité de vie au travail, il a totalement, il est devenu un petit peu, beaucoup même au devant de la scène parce qu'on s'est rendu compte que quand même la santé des personnes qui travaillent dans les entreprises, c'est quand même la base. Au-delà des impératifs économiques, il faut quand même s'assurer que les gens se sentent bien et soient surtout en santé. Et donc, la crise, elle a permis vraiment de porter ce sujet de la QVT au devant de la scène, et ça, c'est super intéressant. Et donc, en leçon à tirer, je dirais, c'est qu'il faut qu'on continue à rester concentré sur ce besoin de permettre aux collaborateurs de faire leur travail tout en étant en bonne santé et performants. Et c'est vrai que là, ma crainte, c'est que il y a beaucoup d'entreprises qui essaient de rattraper le retard de tout ce temps perdu en termes de production, de compétitivité, de performance, et qui recommencent à broyer, on va dire, de façon encore plus intensive les salariés parce qu'il y a ces objectifs de performance. Donc j'espère que vraiment il y ait cette prise de conscience qui soit beaucoup plus importante dans les mois et les années à venir sur le fait que la santé des collaborateurs, elle est essentielle et qu'il faut d'abord s'occuper de ça pour ensuite s'assurer que les conditions de performance, elles sont bien là. Et le métier de CHO, du coup, il évolue, tu vois, par rapport à tout ça. Il évolue de façon... Il prend plus d'importance, je dirais, parce que tu vois, typiquement, pendant la crise, les RH, les services RH, ils ont tout pris de front. Parce qu'ils sont à la croisée de plein de sujets au niveau de l'organisation, non seulement les sujets de recrutement, mais aussi les sujets organisationnels. Et c'est vrai qu'ils sont plus tournés dans un objectif, on va dire, de performance et organisationnel. Et le CHO, il est véritablement là pour seconder les RH beaucoup plus sur ces sujets d'épanouissement collaborateur. Et donc, je trouve que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, le métier, il évolue et les entreprises, de plus en plus, doivent véritablement travailler main dans la main entre un CHO qui va être là véritablement pour porter l'attention aux collaborateurs, en tout cas à ceux qui en ont le plus besoin, et seconder finalement le service RH qui a aussi cette part de responsabilité pour s'occuper de l'épanouissement collaborateur. Donc le métier, il évolue et c'est vrai que j'aime à croire qu'un jour, on ne parlera plus de fonction de CHO en tant que tel, mais plus de philosophie, de qualité d'être, parce que finalement, quel que soit notre métier, on peut être happiness manager, on peut être la personne qui va être présente pour les salariés quand ils en ont besoin, peu importe son métier, on peut être la personne qui décide de mener des actions en faveur du développement personnel et professionnel de tous. Donc, voilà, moi, je vois vraiment l'évolution du métier de CHO comme une posture et une philosophie, on va dire, plus qu'une fonction à part entière. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si. Ouais, que tu vois plus ça comme une valeur d'entreprise au final, que ça devienne plus une valeur plutôt qu'un métier tant que tel,
que ce soit pas de façon à responsabilité d'une personne, mais du coup, un peu que tout le monde soit un peu CHO et impacte Et l'entreprise. surtout, je trouve que les vraies leçons à tirer de la crise, elles sont au niveau impact écologique et environnemental. On a bien vu ce qui s'est passé dans le monde au niveau de nos environnements, de notre écosystème. On va dire la planète a eu un espèce de second souffle en termes de pollution, etc. C'était fascinant de voir que finalement, on a la possibilité de réduire l'impact catastrophique qu'on a sur notre planète. Et je pense qu'il y a une sonnette d'alarme à tirer par rapport à ça, c'est que la crise, elle nous a montré qu'on est capable de réduire toutes les émissions de CO2, etc., dues à nos activités à nos activités de production. Et je pense que sans forcément tout arrêter, parce qu'on a besoin aussi de faire vivre le pays, ça c'est évident, on a besoin que les entreprises soient compétitives parce qu'il faut faire vivre l'économie, mais je pense que la leçon à tirer là-dessus, c'est aujourd'hui, au-delà de ce sujet de la qualité de vie au travail, de se questionner véritablement sur quel est l'impact positif qu'a chacune des entreprises sur la société et sur le monde de façon générale. Et ça, c'est hyper, hyper important. Je pense qu'il faut complètement revoir nos façons de fonctionner aujourd'hui. Et je pense que la vraie leçon à tirer de toute cette crise en termes de qualité de vie de façon générale, c'est quel impact individuellement et collectivement on veut le laisser aujourd'hui et on veut le laisser dans les années à venir. Et donc, c'est vrai qu'il y a un cri d'alerte à pousser là-dessus qui est... On ne peut pas continuer comme ça, en tout cas à mon sens. Les organisations ne peuvent pas continuer à se développer de cette façon-là. Déjà en faisant souffrir les gens, parce qu'il y a encore trop d'entreprises qui, sous objectif de performance, continuent à faire souffrir les personnes. Et puis on ne peut pas continuer à faire souffrir aussi la planète, à détruire la planète à cause des objectifs de performance. Donc voilà, pour moi la vraie leçon à tirer, c'est ça, c'est quel impact, quelle responsabilité on prend aujourd'hui pour avoir un impact qui est plus positif à la fois sur l'humain et sur notre monde, notre planète. Surtout qu'on s'est bien rendu compte que finalement, tournant au ralenti, on le pouvait. Enfin, la planète s'en sortait bien mieux. Nous, on peut aussi. C'est maintenant les questions à se poser, c'est réussir à trouver comment équilibrer performance économique et un peu comme tu dis, performance humaine et performance environnementale. Un peu finalement, on peut lier finalement CHO, bien-être au travail, qualité de vie au travail avec la partie RSE des entreprises qui va avoir un impact encore plus important, je pense, dans les mois à venir, parce que c'est en menant des actions de RSE où on va se rendre compte qu'on peut très bien y arriver. On l'a vu, et l'environnement s'en porte pas plus mal. Comme tu as dit, on a eu des beaux exemples de vie qui est revenue à sa place, tout simplement. La qualité de vie au travail, de toute façon, c'est une dimension de la politique RSE, ça en fait partie. Donc, et tu vois, c'est que la RSE, on en parle quand même depuis des années. Et aujourd'hui, au même titre que le CHO est un peu le référent qualité de vie au travail, tu as des référents RSE, des responsables RSE. Et c'est vrai qu'il y en a encore trop qui ont ce rôle-là dans les entreprises, mais qui sont freinés par la direction elle-même parce que, on va dire, s'intéresser à son impact positif, ça veut dire sortir de cette conception de course à la performance et à la croissance. Et ça, pour les entreprises, c'est très, très compliqué parce qu'on en veut toujours plus. On veut toujours plus de croissance, plus de chiffre d'affaires, plus de compétitivité. Et tant qu'on ne sortira pas de cette spirale au toujours plus et à toujours plus de croissance, en tout cas c'est ma vision, je pense qu'on va droit dans le mur. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à réfléchir d'une autre manière, à certes pouvoir maintenir une activité à flot en trouvant quand même le juste équilibre pour ne pas toujours être à plus de croissance, mais à trouver un juste équilibre qui n'impacte pas l'équilibre de la planète en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la RSE existe depuis quand même un certain nombre d'années déjà, et il faut que ça prenne beaucoup plus d'ampleur. Et si ça prend beaucoup plus d'ampleur, la qualité de vie au travail suivra, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on ne peut plus parler de qualité de vie au travail. Ça me paraît complètement incohérent qu'une entreprise,
s'investisse dans la qualité de vie au travail si elle ne se questionne pas aussi sur l'impact positif qu'elle laisse à la planète? Enfin, à quoi ça sert qu'une entreprise elle mène plein d'actions pour l'épanouissement de ses collaborateurs si à côté de ça, tu vois, elle pollue drastiquement, par exemple, ça n'a pas de sens. Donc les deux sont fortement corrélés et je pense que c'est essentiel aujourd'hui de remettre ces sujets sur le tapis, mais vraiment, quoi, vraiment, vraiment, vraiment. Donc pour toi, l'après-crise va permettre de se poser de plus en plus de questions sur ça et tu vois évoluer d'ici les mois à venir ces questions-là. Est-ce que tu l'entends, toi qui as l'habitude d'intervenir dans les entreprises, est-ce que tu le ressens un peu des chefs d'entreprise que tu peux croiser ou des différentes sociétés Ouais, mais déjà sur en termes de, tu vois, les jeunes générations, ça se ressent et ça se voit, elles ont des attentes qui sont complètement différentes des attentes qu'on avait sur le travail auparavant. Et les jeunes générations, celles qui sortent d'études, etc., ce sont des personnes qui n'ont plus envie de travailler dans des entreprises qui ne se questionnent plus sur leurs impacts sociétaux et environnementaux. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est urgent si les entreprises veulent continuer à pouvoir recruter, de vraiment se remettre en question sur le réel impact qu'elles ont. Parce que, parce que voilà, enfin, je pense, tu vois, je parlais au début de la notion de sens. On n'a plus envie aujourd'hui de travailler dans une entreprise qui fait pas sens avec enfin, avec le monde d'aujourd'hui et la fracture environnementale qu'on est en train de vivre aujourd'hui, elle est réelle. Et je pense qu'il faut véritablement que les entreprises, elles questionnent là-dessus. Alors oui, enfin, sur les dirigeants, oui, ils sont tous conscients de ce sujet en fait. Mais, enfin, j'espère en tout cas. Mais, la question qui se pose, c'est que sont-ils prêts à, à faire à ça? certains sacrifices de croissance finalement pour moins avoir d'impact négatif sur le monde. Et donc c'est ça. Enfin, moi, je pense que le problème, c'est cette course à la croissance. Quoi. Donc on cherchera toujours plus de croissance, ça ne fonctionnera pas. Et ça demande, tu vois, dans une des récentes vidéos que j'ai sorties, je parle de frugalité, l'économie frugale. Et c'est un concept qui est hyper intéressant parce que c'est se demander comment on peut faire mieux avec moins. Mais du coup, ça demande de peut-être faire des concessions, faire des sacrifices sur certaines choses. Et même en termes, là j'extrapole un petit peu, hein, mais en termes personnels, individuels, rien que sur nos modes de consommation, si on voulait véritablement avoir un impact sur tout ce qui se passe au niveau sociétal et environnemental, il faudrait qu'on change complètement notre façon de consommer. Et donc, ça voudrait dire consommer moins, consommer mieux, consommer plus proche, peut-être aussi faire des sacrifices en termes de confort de vie, peut-être ne plus voyager à l'autre bout du monde parce que ça a des impacts qui sont très négatifs, peut-être ne plus se servir du tout de voiture pour limiter la pollution. Enfin, tu vois, tout ça, ce sont des choses qui demandent des concessions. Et le problème, c'est que tant qu'on ne fera pas des efforts et de se dire que il faut faire moins pour faire mieux, et ce sera compliqué. Ouais, beaucoup de questions en sortie de crise qui vont être à se poser et au final réfléchir sur des modes de fonctionnement et savoir comment s'y adapter. Je pense que donc, je pense que là, on a fait un petit tour sur la qualité de vie au travail et j'invite de toute façon tout le monde à aller voir les 5 vidéos que tu sors cette semaine pour la qualité de vie au travail. Et du coup, je voulais te remercier pour ton temps et on peut te retrouver tes podcasts sur ton site internet ou suivre tes vidéos où tu parles du métier de CHO sur YouTube. Et du coup, je voulais savoir, voilà, si tu as un dernier message à passer concernant la qualité de vie au travail ou un dernier mot pour toi, une citation qui te vient à l'esprit pour finir sur ça. Oui, la citation qui me vient, c'est, je pense que
je crois que tu l'avais partagé là récemment sur LinkedIn, c'est une de mes citations préférées. Alors, j'ai plus l'auteur en tête, mais qui dit ne jugez pas vos journées selon la récolte du soir, mais par rapport aux graines que vous avez semées. Et cette citation me parle beaucoup en fait, parce que je pense que c'est hyper important qu'on prenne sur ce sujet de la qualité de vie au travail, mais bien d'autres, qu'on prenne notre part de responsabilité et qu'on se questionne sur véritablement aujourd'hui en quoi on a contribué à du mieux déjà pour soi et puis aussi pour les autres. Et voilà, de se demander qu'est-ce qu'on a envie de vivre réellement à son travail, qu'est-ce qu'on a envie de faire vivre aux autres et comment on peut tous ensemble grandir ensemble finalement. C'est ça la qualité de vie au travail. Hein. C'est faire grandir l'humain finalement pour faire grandir l'entreprise et je pense qu'on a tous notre part de responsabilité là-dessus. Oui, effectivement, la citation de Stevenson, il me semble, que j'ai partagée cette semaine. Bon, on va finir avec ça. Ben, merci pour ton temps et du coup, belle semaine à toi Merci. et bon courage dans ton métier de CHO et ton adaptation au métier.